À l'automne 1996, 23 écolières ont disparu lors d'une sortie scolaire dans le nord du Mexique, aucun corps, aucun cri, aucune trace. Les autorités ont parlé de catastrophe naturelle. L'Église n'a rien dit, mais une mère a continué ses recherches et, 27 ans plus tard, une simple photographie a ravivé la tragédie. L'automne s'installait lentement dans les vieilles maisons de Santa María del Val, une petite ville nichée au cœur des montagnes arides et rocheuses du nord du Mexique. C'était un endroit où les rues pavées portaient encore les marques rugueuses des voitures du siècle dernier, où les maisons à 2 étages étaient couvertes de mousse verte, et où les silhouettes silencieuses semblaient avoir été poussées par le temps à ralentir. À l'extrémité ouest de la ville, là où le terrain s'élevait de quelques mètres au-dessus de la route principale, le cimetière de Santa Clara se dressait immobile entre sa clôture de pierre et ses statues d'anges ébréchés. Peu de gens le visitaient, sauf un jour par an, le 13 septembre, jour où María Estrella venait systématiquement depuis 27 ans. Aujourd'hui, ce n'était pas différent. Elle franchit lentement le portail en fer rouillé, un châle tricoté main serrée autour du cou. Ce verre simple et discret était celui que Lucia avait choisi pour son dernier anniversaire. Dans ses mains, elle tenait un bouquet de roses blanches, 13 au total, l'âge exact de sa fille au moment de sa disparition. Le bouquet était enveloppé de dentelle ancienne, le tissu légèrement effiloché par les lavages répétés au fil des ans. Chaque fois que María se rendait sur la fausse tombe de sa fille, il n'y avait ni corps, ni funérailles, juste une petite pierre tombale portant un nom, Lucia Estrella, 13 ans, 1996. Et une inscription manuscrite en dessous, où que tu sois, maman est avec toi. María resta longtemps silencieuse devant la pierre tombale, la main posée délicatement sur le bord froid. L'odeur de terre humide, mêlée à celle des fleurs anciennes, lui serrait la gorge. Une rafale de vent passa, faisant flotter son châle, et pour la première fois de la journée, ses yeux se remplirent de larmes. Encore un an, Lucia, murmura-t-elle, la voix rauque à force de retenir ses larmes. Le doux bruit de pas résonna. Elle se retourna, c'était Josefina, la gardienne du cimetière depuis près de 30 ans. Ses cheveux étaient blancs comme neige, soigneusement rassemblés à l'arrière de sa tête. Petite, elle se tenait comme un arbre centenaire dans le vent. Je savais que je te verrais aujourd'hui, sourit-elle gentiment, portant un panier en osier rempli de fleurs sauvages. María hocha la tête, essayant de garder sa voix stable. Comment pourrais-je oublier ce jour? Elles s'assirent ensemble sur un banc de pierre voisin, où les eucalyptus projetaient de l'ombre sur le terrain de Lucia. 2 femmes âgées, chacune chargée de leurs propres souvenirs, partageaient un espace silencieux et sans parole. Tu sais, commença Josefina, le regard perdu au loin, par-dessus les montagnes, je me souviens encore de ce matin où j'ai appris qu'une classe entière s'était volatilisée. J'ai pensé qu'il y avait eu une erreur. Comment une classe entière a-t-elle pu ne laisser aucune trace? María serra les mains sur ses genoux. Il disait que les filles étaient perdues dans la forêt, emportées par les inondations ou kidnappées, poursuivit Josefina, mais il n'y avait aucun corps, pas une goutte de sang. Personne n'a entendu un appel à l'aide. C'était comme si les filles n'avaient jamais existé. Josefina resta silencieuse, sachant que la douleur de perdre une fille n'était pas un choc unique, mais une série de jours survécus dans un espoir désespéré, au milieu du déni de la communauté et de la loi. Ce jour-là, dit lentement María, l'école Santa Clara a organisé une sortie scolaire à Peña Hill. Tu te souviens de ce prestigieux internat pour filles? Je me souviens avoir fait porter une grosse veste à Lucia parce que j'avais peur qu'elle attrape froid, grommela Josefina. Elle rit doucement, mais son rire s'éteignit aussitôt, laissant place au sourire en coin d'une mère imaginant encore la voix de sa fille. Dans l'après-midi, un appel téléphonique retentit, toute la classe avait disparu sans laisser de traces. On accusait Monsieur Herrera, mais il avait disparu lui aussi. Une rafale de vent plus forte souffla, des feuilles sèches flottèrent contre la pierre tombale, et un pétale de rose tomba de sa tige. María se pencha pour ajuster le bouquet. Ses mains tremblaient, peut-être à cause de l'âge ou d'une émotion intense, difficile à dire. Elle sortit une petite écharpe en laine délavée de sa poche intérieure et la déposa sur la pierre tombale, telle une prière. Personne ne me croit, Lucia.
Tout le monde dit que je suis obsédé, que tu es parti, alors je devrais laisser tomber. Mais je sais que tu ne me quitteras jamais. Sa voix se brisa. À cet instant, le cimetière semblait silencieux, pas d'oiseaux, pas de vent, juste Maria, la pierre tomba et cet immense vide appelé Lucia. La nuit tombait sur Santa Maria del Val comme un épais velours noir, recouvrant les vieilles rues et les toits de tuiles rouges décolorés par le temps. Dans la petite maison de Maria Estrella, le salon était éclairé par une lampe de table à l'abat-jour ambrée. L'odeur de pain séché et de cannelle de l'encens qu'elle brûlait chaque soir flottait encore dans l'air, accompagnée du lent tic-tac d'une vieille horloge de parquet. Assise à la table en bois près de la fenêtre, ses lunettes de lecture sur le nez, Maria feuilletait un album poussiéreux qu'elle avait trouvé par hasard en rangeant le tiroir sous l'escalier. L'album avait une couverture en cuir marron foncé, il avait appartenu à Lucia et contenait des photos de classe, des lettres manuscrites et des cartes d'anniversaire de ses camarades. Chaque photo était un fragment de souvenir, des visages innocents, des uniformes gris, des sourires qui n'avaient pas encore connu la dureté de la vie. Le regard de Maria s'attarda sur l'image de sa fille, Lucia, les yeux brillants et la queue de cheval haute, penchant la tête et souriant sous le soleil de la cour d'école. Elle s'arrêta devant la photo de groupe prise 2 semaines avant la disparition. Au début, elle ne remarqua rien d'inhabituel, c'était une photo couleur délavée montrant toute la classe debout devant le terrain de l'école Santa Clara. Lucia était au premier rang, bras dessus bras dessous avec une camarade, Monsieur Herrera se tenait à gauche, un sourire bienveillant et un regard toujours lointain. Puis le regard de Maria fut attiré par le coin droit de la photo. Un homme se tenait plus loin, presque caché derrière un petit buisson, vêtu d'une longue cape noire au col haut et rigide, et tenait un fin carnet. Son visage était flou car il avait la tête baissée, mais la silhouette et le col clérical firent s'arrêter Maria. Cet homme n'était ni un professeur ni un père, comme elle se le rappelait. Il se redressa, le cœur battant plus vite que d'habitude. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait la photo à la lumière. L'ombre projetée par l'arbre derrière lui masquait la moitié de son visage, mais une chose ressortait, un chapelet rouge enroulé autour de son poignet gauche, différent de tout ce qu'elle avait vu à l'église locale. Maria posa la photo, retira ses lunettes, sécha ses yeux et regarda à nouveau. Non, ce n'était pas de l'imagination. De toutes les fois où j'avais examiné les photos, je n'avais jamais remarqué cet homme. Il n'était mentionné dans aucun rapport d'enquête, ni sur la liste des professeurs, du personnel ou des invités. Soudain, comme un fil fin tiré d'une pelote de laine poussiéreuse, l'intuition l'enveloppa à nouveau. Qui était-il et pourquoi était-il là ce jour-là? Maria se leva, tenant toujours la photo, et se dirigea vers le vieux classeur en chêne. Elle ouvrit le tiroir du bas et en sortit une boîte en fer blanc contenant des photocopies du dossier de Lucia, copies qu'un jeune policier lui avait secrètement remises des années auparavant. Les pages étaient jaunies, écrites dans une police ancienne, avec des noms, des dates, des descriptions d'événements et une liste des personnes présentes lors du voyage. Herrera apparut clairement, l'infirmière Laetitia, la directrice Béatrice Mendoza. Tous étaient inscrits. Mais à part eux, il n'y avait absolument personne d'autre, pas de prêtre, pas de soutien spirituel, pas un seul nom correspondant à celui de l'homme étrange au col clérical sur la vieille photo que je contemplais depuis plusieurs nuits. Maria fronça les sourcils et inclina le dossier de manière à ce que la lumière de la fenêtre l'éclaire en diagonale. Sur le bord inférieur d'une vieille page imprimée, les mots à l'encre violette étaient presque entièrement effacés. On aurait dit qu'il avait été écrit à la hâte, puis effacé volontairement par quelqu'un avec un produit décolorant. Mais un petit fragment était encore lisible, seulement 2 lettres, R.O. À côté se trouvait une note presque impossible à déchiffrer, contacter Santa Esperanza, note de suivi. Plus tard, Santa Esperanza. Le cœur de Maria battait soudain plus fort. C'était le nom d'une vieille église, abandonnée il y a de nombreuses années après un scandale financier dont la presse n'a parlé que 3 jours avant de se taire. J'avais un jour jeté un coup d'œil à ce nom en lisant l'histoire religieuse locale pour en savoir plus sur les organisations présentes autour de l'école Santa Clara. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention, mais cela m'apparaissait désormais comme un indice. Et qui était R.O? Une prémonition la saisit comme une aiguille glacée.
Elle sortit son téléphone et trouva rapidement un vieux reportage enregistré comme capture d'écran d'un forum de personnes disparues. En faisant défiler la page, dans un commentaire presque entièrement supprimé, un utilisateur anonyme avait mentionné un prêtre impliqué dans de nombreuses affaires douteuses impliquant des enfants. Il s'appelait Ramiro Ortega. Elle soupira, mais quelque chose d'étrange la saisit, la colère. De la colère contre elle-même pour ne pas avoir prêté attention plus tôt. De la colère que la vérité, si infime soit-elle, ait pu être obscurcie par la douleur, par l'aveuglement du désespoir. Le lendemain matin, Maria a appelé 3 parents qui étaient proches d'elle avant la tragédie, Yolanda, la mère de Karina, Francisco, le père de la petite Anna, et Gracila, la mère adoptive des jumelles de la classe de Lucia. La conversation n'a pas été facile. Je ne me souviens pas qu'un prêtre nous ait accompagnés ce jour-là, répondit Yolanda après un moment de silence. La sortie scolaire était une activité extrascolaire avec Monsieur Herrera, l'infirmière de l'école, c'est tout, ajouta prudemment Francisco. Gracila, après un long silence, soupira profondément. Maria, à l'époque, nous étions toutes bouleversées, mes filles, ta fille, nous avons toutes perdu. Peut-être avons-nous raté quelque chose, sa voix s'éteignit. Tu as toujours la photo, Zrenia, demanda Gracila. Maria hésita, puis répondit, je le regarde en ce moment. Tu devrais peut-être le confier à quelqu'un qui sait relire les choses que nous avons oubliées par inadvertance à l'époque. Le soir, Maria était assise seule dans la douce obscurité du salon. La photo était posée sur la table, à côté d'une tasse de thé froid. Dehors, par la fenêtre, le vent soufflait à travers les eucalyptus. Il repensa à l'homme sur la photo, pourquoi il se tenait à proximité, mais délibérément séparé de la foule, pourquoi personne ne l'avait mentionné, et à l'intuition dans son cœur, l'intuition qui n'avait jamais cessé de l'agiter un seul jour au cours des 27 dernières années. Quelque chose avait été caché, non pas par souci de temps, mais délibérément. Maria se leva, prit un crayon et écrivit rapidement au dos de la photo, homme non identifié avec col ecclésiastique. Puis il ouvrit le placard, sortit un vieux carnet qu'il utilisait autrefois pour noter ses rêves quand il était jeune, tourna la page blanche et écrivit, réexaminé depuis le début, depuis l'homme sur la photo. Et, sous la lumière dorée et fatiguée, Maria Estrella, la mère qui avait été considérée comme délirante, une vieille femme têtue, commença officiellement le voyage que la société avait trop longtemps rejeté, le voyage pour trouver la vérité oubliée. Le commissariat provincial de Santa Maria del Val était niché le long de la route principale menant aux Highlands. Avec sa façade décrépite et ses marches de pierre creusées par des années de soleil et de pluie, il ressemblait moins à un lieu de maintien de l'ordre qu'à une relique, un bloc de mémoire oublié. Derrière la lourde porte en bois se trouvait un petit salon baigné de lumière provenant des fenêtres, où Maria Estrella attendait, serrant fermement son sac sur ses genoux. Un jeune policier, pas encore 30 ans, s'approcha, il était grand, avec des yeux brillants et une politesse hésitante, comme s'il n'était pas habitué à parler à une vieille femme portant une vieille valise sur ses épaules. « Êtes-vous Maria Estrella ?» demanda Zrenia. « Oui, le chef Raphaël travaille toujours ici, » répondit-elle. L'officier secoua la tête. « Elle est morte l'année dernière. Vous êtes venu ici pour la disparition de 1996. » Maria hocha la tête, les yeux toujours fixés sur la photo emballée. « Il faut que je consulte le dossier dans son intégralité, si possible. » Diego, l'officier, hésita, puis dit doucement, « Je m'appelle Diego. J'ai entendu parler de cette affaire quand j'étais à l'école de police. On l'appelait la seule disparition totalement inexpliquée, aucune preuve, aucun témoin vivant. Aucune inculpation n'a été retenue, l'affaire était presque classée comme non susceptible d'enquête. Mais... Maria leva les yeux, semblant scruter le jeune homme du regard. Diego déglutit et ajouta, « Moi aussi, j'ai trouvé ça étrange. » Alors, si la poussière et le temps ne te dérangent pas, on peut essayer de trouver ce qui est encore conservé dans les vieilles archives. Les archives se trouvaient derrière le siège, dans une pièce basse de plafond, imprégnée d'une odeur de moisi, de papier usagé et de bois pourri. Des classeurs étaient alignés côte à côte, chaque tiroir était numéroté et imprimé en couleur délavée.
Diego enfila des gants et commença à fouiller les dossiers de 1996. Maria resta là, le cœur lourd, à regarder les autres dossiers soigneusement rangés, accidents, vols, meurtres, certains cas avaient été résolus en quelques jours seulement, et le cas de Lucia, 27 ans plus tard, restait un fantôme. Voilà, dit Diego en sortant une boîte en carton gris. À l'intérieur se trouvait un amas de documents, rapports d'enquête préliminaire, photos de la scène, notes manuscrites et pages déchirées. Diego étala soigneusement chaque page sur la table. Maria l'observa attentivement et la première chose qui la surprit fut de constater que certains passages étaient barrés à l'encre noire, des noms de personnes, des heures, et même des rendez-vous. Pourquoi cela a-t-il été supprimé, demanda-t-il d'une voix rauque. Diego fronça les sourcils. Je n'en suis pas sûr. Peut-être a-t-il été édité pour une présentation plus soignée, mais autant de suppressions ne sont pas normales. Un rapport fit s'arrêter Maria, une photo d'Alonso Herrera collée dans le coin supérieur, accompagnée d'une brève biographie, 35 ans, professeur de littérature, travaillant à Santa Clara depuis 1991. Les dossiers personnels le mentionnaient comme dévoué et apprécié de ses élèves. Mais la dernière ligne du dossier comportait une petite note manuscrite, en biais, enquête possible sur l'église Santa Esperanza. Ne pas partager cette information avec la presse. Maria sentit le sang lui monter à la gorge. Diego demanda, quelqu'un d'autre connaît l'église Santa Esperanza? Ce n'était pas dans la presse, j'en suis sûr, a-t-elle répondu. Je ne sais pas, mais je peux consulter à nouveau les données locales. Attendez une minute. Il ouvrit le vieil ordinateur et consulta le système administratif de la ville. Après quelques minutes de saisie et de consultation de fichiers électroniques, Diego s'arrêta. J'ai compris. L'église Santa Esperanza est située au pied des collines, à l'est de la ville. Elle a été fermée en 1997 en raison d'une fréquentation insuffisante et de violations administratives non révélées. Le prêtre précédent portait un nom très étrange, Ramiro Ortega. Il n'existe aucun registre officiel des prêtres dans l'archidiocèse, il n'est pas prêtre diocésain. Maria se raidit. Ortega, répéta-t-il. Diego tourna l'écran vers elle. Il y avait un scan du cadastre, le terrain destiné à l'église Santa Esperanza était au nom d'un particulier, Ramiro Ortega. Aucune organisation religieuse ne le confirmait. Il ne figure pas sur la liste des prêtres ordonnés. Et à côté des détails, une vieille photo de profil, le visage n'était pas net, mais Maria le reconnut clairement, ne serait-ce qu'à la forme de ses épaules, à son col montant et au chapelet rouge enroulé autour de son poignet. C'était l'homme sur la photo que Lucia avait prise le dernier jour. Maria était assise, stupéfaite, dans un coin de la pièce, le cœur serré. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, Herrera avait disparu le jour même. Ortega n'appartenait pas au diocèse. L'église avait été fermée moins d'un an après sa disparition, et voilà que ce nom Ramiro Ortega apparaissait là où personne n'avait pensé à chercher. Diego dit, les yeux rivés sur le jeune policier, beaucoup de secrets dans cette affaire sont restés cachés pendant 27 ans. Je doute, Madame Maria, que ce que vous dites soit vrai. Quelqu'un aurait pu être de mèche, la police, l'école, et même la religion. Maria hocha lentement la tête, et si elle a peur, je ne la forcerai pas, j'irai seule, comme je l'ai fait pendant 27 ans. Diego la regarda, devant lui, il n'y avait pas seulement une mère en deuil, mais un témoin vivant, quelqu'un qui n'avait jamais baissé les bras malgré le silence de la ville. Je n'ai pas peur, dit-elle doucement. J'ai juste besoin de savoir par où commencer. Maria ferma les yeux, sa main effleurant le bord de la photo. Le visage de Lucia souriait toujours, aussi insouciant qu'un enfant qui croit que le monde est un endroit sûr. Commençons, murmura-t-elle. Dehors, depuis Santa Esperanza, où le père Ortega prêchait ou faisait autre chose, le vent soufflait à travers le toit en tôle ondulée. Une fois de plus, sous la poussière des années, le nom d'un homme d'origine inconnue émergea peu à peu. Pas un prêtre, mais le premier indice d'un crime bien plus grave que quiconque ne l'avait imaginé. Le cimetière de Santa Clara, par ce matin d'hiver, régnait une tranquillité particulière.
Le soleil n'était pas encore tout à fait levé, la faible lumière filtrait à travers les grands eucalyptus, recouvrant chaque pierre tombale d'une fine couche de brume, telle de la soie. Les mauvaises herbes poussaient sur les tombes oubliées, tandis que le petit sentier portait encore les traces d'un visiteur régulier. Maria Estrella arriva plus tôt que d'habitude. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que quelque chose l'attendait, comme si le cimetière lui-même était devenu un lieu de souvenirs renaissant. Elle serra le bouquet de roses blanches dans ses bras et franchit la grille en fer, les yeux fixés sur la petite pierre tombale familiale. Mais après quelques pas seulement, elle s'arrêta. Une jeune fille se tenait là, le dos tourné. Elle portait un épais manteau vert mousse, et ses longs cheveux d'un noir de jais pendaient dans son dos, formant une bande sombre dans la brume matinale. Ses mains étaient jointes devant elle, les épaules légèrement voûtées, comme quelqu'un murmurant quelque chose à un défunt. Maria n'entendit rien, mais la pose lui semblait étrangement familière. Pour ne pas l'effrayer, il s'approcha lentement et s'arrêta à bonne distance. « Vous êtes ici pour rendre visite à quelqu'un » demanda-t-il. La jeune fille tourna la tête, ses yeux, grands et légèrement cernés, semblaient ceux de quelqu'un qui se réveille après un long sommeil, confus, distant, mais pas sans vie. « Non, je ne suis pas sûre, » répondit-elle d'une petite voix perdue. Comme si mes propres mots ne m'appartenaient pas. Maria la regarda plus attentivement. Autour du cou de la jeune fille, dépassant de son foulard, pendait un collier en argent avec un pendentif soleil en porcelaine bleu pâle. Le petit éclat sur le bord inférieur se trouvait exactement là où Maria l'avait laissé tomber en emballant le cadeau d'anniversaire de Lucia des années auparavant. « Ce collier, où l'as-tu trouvé » murmura-t-il. La jeune femme frissonna, la main portée à son cou. « Je ne sais pas. C'est la seule chose que j'avais quand ils m'ont trouvé. »« Tu l'as trouvé ?»« Oui. Il y a 3 ans, à la frontière sud, lors d'un raid sur un camp temporaire. Je ne me souviens de rien avant ça, ni de mon nom, ni de ma ville natale, ni de mon âge réel. Ce ne sont que des fragments. Mais je le porte toujours. Je ne sais pas pourquoi. » Maria fit un pas en avant, les yeux fixés sur le pendentif. Son cœur battait fort, non pas dans l'espoir de retrouver Lucia, mais dans le sentiment que quelque chose de plus profond, de plus grand, émergeait. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Isabella » répondit la jeune fille. « On me l'a réattribué grâce à mes papiers d'identité provisoire. Une vieille religieuse m'a dit que ça me disait quelque chose, c'était le nom d'un élève d'un pensionnat lointain. » Maria retint son souffle. Isabella Cruz était le seul nom sur la liste des élèves de cette année qu'aucun membre de sa famille n'avait réclamé. « Isabella Cruz » répéta-t-elle d'une voix brisée. « Avez-vous étudié au pensionnat de Santa Clara, dans la classe de ma fille Lucia ?» La jeune fille pâlit, terrifiée. « Sainte-Claire, ce nom, je l'ai entendu en rêve. » Maria s'assit sur un banc de pierre près de la tombe, les mains tremblantes. Elle sortit la photo de classe de 1996. « Regarde » dit-elle en la lui tendant. « Tu reconnais quelqu'un ?» Isabella la fixa longuement jusqu'à ce que son regard se pose sur un visage. « Lucia, elle » murmura-t-elle en pointant du doigt. « Elle m'a serré dans ses bras, cette nuit-là, elle m'a dit quelque chose d'urgent. Je pleurais, il faisait très sombre. J'ai senti une odeur d'huile médicinale et j'ai entendu un cri. Puis elle a enlevé le collier et me l'a donné en disant, « Si tu survis, apporte ceci à ma mère. » Maria laissa tomber la photo, inconsciente des larmes qui coulaient sur ses joues. « C'est Lucia » murmura-t-elle. « C'est ma fille. Je savais qu'elle ne pouvait pas s'échapper, mais elle t'a choisi. » Un vent fort faisait bruisser les feuilles jaunes des tombes, apportant un lointain sifflement du temps. Maria. La jeune femme l'appela pour la première fois. Il y a un nom qui me glace à chaque fois que je l'entends. Je ne sais pas pourquoi, mais il me glace jusqu'aux os. Lequel est-ce ? demanda Maria. Isabella le prononça comme un écho du passé, Père Ortega. Ils se turent. Le vent sembla arrêter le temps, ne laissant que la douleur, la vérité et le fantôme du souvenir. 1 heure plus tard,
ils étaient assis dans un petit café près du cimetière. Isabla serrait sa tasse de chocolat chaud, les yeux fixés sur la fissure dans la table en bois. Maria l'observait intensément, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Tu te souviens de quelqu'un d'autre, à part Lucia ? » « Pas très clair. Je vois une pièce sombre, avec une porte en bois sans poignée. Quelqu'un enchaîné passe de l'autre côté, et il y a eu une prière, mais pas comme à l'église. Ça n'avait pas l'air sincère. » Maria hocha la tête. « Ils t'ont enfermé là-bas. » Isabla frissonna. « Un jour, j'ai entendu une voix m'appeler, « Isabla, cours, dépêche-toi. » J'ai entendu des pas me poursuivre, et puis, je suis tombé. Après ça, plus rien. Tu es le fragment restant d'une vérité que personne n'ose voir, dit Maria en posant la main sur le poignet de la jeune fille. Si tu as la force de te souvenir, tu pourras tout révéler. Isabla déglutit. Je ne sais pas si je suis assez forte. Lucia a cru en toi, répondit Maria. Elle t'a confié son dernier espoir. Tu as survécu non pas pour fuir, mais pour mettre fin à la souffrance que vous avez tous endurée. Isabla hocha la tête, un geste léger mais rempli d'un courage inattendu. Ce soir-là, Maria a consigné la réunion dans son carnet. En marge, elle a collé une photo de l'église Santa Esperanza, extraite d'un vieil article de journal montrant son clocher partiellement effondré après la tempête de 2002. En dessous, elle a écrit « Le lieu qui a enseveli les prières et les appels à l'aide ». Et, à la fin, elle a souligné. Isabla, témoin vivant. Ne la laissez pas seule. Maria savait que la véritable bataille allait commencer. Mais cette fois, elle ne serait plus seule. Murs blanchis à la chaux et au plafond, autrefois une académie pédagogique, transformée en centre d'entraînement des forces spéciales. Sur la porte vitrée de la petite pièce où Maria et Isabla étaient assises, le nom du chercheur Julian Riva apparaissait faiblement dans la pénombre. Riva ne ressemblait pas au détective que Maria avait rencontré, il n'était pas brusque ni indifférent, comme on le trouve souvent chez les gens trop familiers avec le meurtre. Il avait le regard de quelqu'un qui a souffert d'une perte et une voix profonde, celle de quelqu'un qui comprend le prix de la vérité. Il resta silencieux un bon moment après avoir entendu la déclaration d'Isabla. Sans l'interrompre, sans lui demander conseil. Lorsqu'elle eut terminé, il ouvrit simplement son carnet, ratura une ligne au stylo et leva les yeux. « Dessine-moi un schéma de la pièce où tu étais détenu. » Isabla prit une profonde inspiration, les mains tremblant légèrement lorsqu'elle prit le stylo. Les premières lignes apparurent sur la feuille blanche, imprécises en proportion, mais clairement chargées du poids du souvenir. « Ce côté-ci, c'est le couloir, dit-il doucement. Il y a 2 portes en fer, l'une d'elles est toujours verrouillée. À l'intérieur se trouve la cellule, un parquet pourri, une odeur de moisi et un plafond bas. À gauche, une pièce plus petite, je pense que c'est là qu'il préparait la nourriture ou les médicaments. » Riva hocha la tête sans quitter le diagramme des yeux. « Que retiens-tu de cette sortie ? » Il y avait un escalier en bois qui descendait, répondit-il. Je ne l'ai descendu qu'une fois, la nuit où je me suis échappé. Au sommet se trouvait le podium, si quelqu'un se tenait en dessous, il n'entendait rien. Maria intervint, la voix rauque mais claire. C'est l'église Santa Esperanza, où travaillait Ortega. Riva ferma son carnet et se leva. Je vais déposer un mandat de perquisition d'urgence. Si c'est vrai, cet endroit n'a jamais été une église, mais le théâtre d'un crime organisé. 2 jours plus tard, une équipe de recherche composée de 4 policiers et d'un expert médico-légal, accompagné de Riva et de Maria, arriva aux portes de l'église Santa Esperanza. L'édifice en pierre grise se dressait isolé sur un terrain aride à la périphérie de la ville, près de collines abandonnées depuis des décennies. Le clocher s'était partiellement effondré, la statue de la Sainte était brisée et la porte en bois tenait à peine sur ses gonds. Isabla ne vint pas, elle ne pouvait pas. Mais Riva emporta le schéma qu'elle avait dessiné, glissé dans la manche de son manteau, comme un guide vivant. Ils forcèrent la serrure et entrèrent, la poussière, les toiles d'araignée et l'humidité les frappèrent comme un coup de poing dans la mémoire de Maria. Tout l'intérieur était recouvert des cendres du temps.
La chaire en bois était toujours là et, comme Isabella l'avait dit, l'espace en dessous était parfaitement insonorisé. « Par ici !» cria l'expert médico-légal. « Il y a une fissure sous le podium. » Riva s'approcha, braquant sa lampe torche. Un morceau de bois carré, volontairement réajusté mais mal fixé, dépassait. Avec précaution, il retira le couvercle. En contrebas, un étroit escalier menait à l'obscurité. Le sous-sol n'était pas grand, mais il était aussi claustrophobe qu'une cave à vin. La lampe de poche balaya les 4 murs de pierre. Au sol, ils découvrirent des taches de sang noirci et séché. À côté, se trouvaient des objets enfantins, un ours en peluche déchiré, une petite chaussure blanche et des bouteilles en verre aux étiquettes de sédatifs défraîchis. « Mon Dieu !» murmura un officier. Riva a indiqué. « Nous allons prélever des échantillons. L'ADN sanguin est une priorité. S'il correspond à la liste des élèves disparus, nous pourrons les inculper non seulement d'enlèvement, mais aussi de meurtre. » 3 jours plus tard, les résultats d'ADN ont confirmé les pires soupçons. 3 échantillons différents correspondaient à des filles âgées de 12 à 14 ans, toutes figurant sur la liste des 23 élèves disparus. L'un d'eux correspondait à Emilia, la fille de Monsieur Benito, si désespérée qu'elle a sauté du bâtiment une fois l'affaire classée. Maria reçut la nouvelle en silence. Pour la première fois depuis 27 ans, elle savait avec certitude que ses enfants n'avaient pas disparu, ils avaient été kidnappés, emprisonnés, peut-être vendus, peut-être assassinés. Cet après-midi-là, alors qu'il consultait les archives du monastère de Santa Esperanza, Riva reçut un appel du centre religieux de l'État. L'appelant sollicitait une rencontre, il s'agissait de Gaspar Avila, un moine expulsé du diocèse en 1996. La réunion eut lieu dans une petite pièce, la lumière de la fenêtre éclairant le visage décharné du vieil homme. Il tremblait, les yeux remplis de tristesse et de culpabilité. « Je ne peux pas emporter ce secret dans la tombe », a-t-il avoué. Ortega est arrivé en 1995 sans suivre les ordres de transfert, a prétendu avoir une commission privée, a présenté de faux documents, et a convaincu tout le monde. Des mois plus tard, il a expulsé les jeunes moines et interdit la messe. « On ne pouvait pas demander », murmura Avila. Il a menacé de se plaindre à l'évêché, il nous a accusés d'entraver la foi. Mais j'ai découvert la pièce sous l'estrade. J'ai entendu les enfants pleurer. Je l'ai affronté et il m'a assommé. À mon réveil, j'ai été mis à la porte et qualifié d'instable. Personne n'a cru à mon histoire. Maria serra les poings, tout avait été dit. Ce n'était pas un prêtre, conclut Riva. C'était un loup déguisé en agneau, et nous l'avons laissé nous tromper trop longtemps. Dans la salle d'enquête, la lumière du soir projetait une croix déformée sur le mur. Riva, Maria et Diego restèrent silencieux. Le dossier officiel va être rouvert, annonça Riva avec fermeté. Nous disposons d'un témoin vivant, de preuves ADN et du témoignage d'un ancien membre de l'Église. Il ne s'agit plus d'une disparition, mais d'un complot de traite d'êtres humains qui débute à Santa Clara et se dissimule sous le couvert de la religion et de l'éducation. Maria hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Alors, dit-elle sans trembler, Lucia et ses amis seront enfin entendus. La flamme de la justice vient de s'allumer. Le pensionnat de Santa Clara, autrefois un rêve d'enfance pour de nombreuses familles, n'était plus qu'une ruine rebaptisée garderie Santa Luz. Le portail en fer peint en blanc était rouillé, les murs jaunes étaient tachés de mousse, l'air de jeu était envahi par les mauvaises herbes. Pourtant, au milieu de cet abandon, une figure s'affirmait avec autorité, Madame Béatrice Mendoza, aujourd'hui directrice d'une ONG pour orphelins. Saluée par la presse comme une sainte des temps modernes, elle était devenue, aux yeux de Maria et Riva, le dernier rempart derrière lequel se cachaient les mensonges. Ce ne fut pas facile pour Maria de l'affronter. Dans le petit bureau d'accueil, la lumière jaune éclairait les boucles grises de Mendoza, et le cœur de Maria battait fort, lui rappelant Lucia et ce regard trahi. « Comment vas-tu » demanda prudemment Mendoza en voyant Riva. Riva a été direct. « Nous aimerions vous poser quelques questions. Des documents indiquent que vous avez collaboré avec un certain Ramiro Ortega. » Mendoza resta silencieux un instant,
mais ses traits restèrent imperturbables. Je ne me souviens de personne portant ce nom, répondit-il lentement. J'ai signé beaucoup de papiers, je ne me souviens pas de tous. Riva a placé 3 photos sur la table, un groupe d'étudiants avec Ortega habillé en prêtre, un schéma financier de l'école avant sa fermeture, et la licence de fondation de Santa Luz, toutes portant la signature de Mendoza. Elle voyageait à l'étranger au moment même où les étudiants disparaissaient, toujours accompagnée d'Ortega, se souvient Riva d'une voix plus dure. Ses anciens employés le confirment. Mendoza détourna le regard, pinça les lèvres et offrit un sourire forcé. Les souvenirs sont sélectifs, dit-il. Je ne peux pas vous aider davantage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, la police et mon avocat s'en chargeront. Riva éteignit l'enregistreur dans sa poche et se leva. Nous vous contacterons, Madame Mendoza. Merci pour votre temps. Quittant cette pièce ornée de fleurs et de certificats, Maria descendit l'escalier, au seuil de la cour, se retourna une dernière fois. Elle regarda la fenêtre du bureau, derrière cette vitre, elle devinait un monde de secrets, de mensonges et de sang. Elle sait, murmura Maria à voix basse. Et elle a peur. Je l'ai vu dans ses yeux, elle sait que la vérité est sur le point d'éclater. Riva hocha la tête sans un mot. La porte automatique se referma derrière eux avec un clic sec. La réunion était terminée, mais la chasse ne faisait que commencer. Il ne dit rien. Il conduisit en silence, mais il avait mentalement établi une carte, les liens distendus commençaient à se resserrer. Le nom de Santa Esperanza, le panneau SE, le flux d'argent sinistré et la réaction de Mendoza à la vue de la photo d'Ortega, tout indiquait que cette affaire n'était pas le fait d'un individu, mais d'un réseau bien organisé. Mais pour démanteler ce réseau, il fallait une voix de l'intérieur. Penses-tu qu'il y a encore quelqu'un qui a vécu assez longtemps dans cette école pour être au courant, mais qui n'a jamais rien dit, demanda Maria alors que la voiture s'arrêtait à un feu rouge. Riva réfléchit un instant, puis regarda dans son vieux carnet en cuir. J'ai entendu un jour quelqu'un du secteur mentionner le nom de Carmen Ruiz, l'ancienne administratrice de la résidence universitaire de Santa Clara. Elle a pris sa retraite après la clôture de l'affaire, personne n'a pu la contacter depuis 2001. Marie baissa la tête. A-t-il pris sa retraite ou disparu? Un jour plus tard, ils ont remonté sa piste jusqu'à un ancien dossier administratif et un vétérinaire qui avait visité le refuge pour chiens errants dans les montagnes au sud de l'état de Durango. Madame Ruiz vivait seule au milieu des forêts de pins et des vents violents, sans téléphone ni internet, comme si elle avait enterré toute sa vie avec ce qui s'était passé. Lorsqu'on frappa à la porte de la petite maison en bois nichée entre 3 collines, la femme apparut, le dos légèrement voûté, les cheveux gris, les yeux cernés, mais encore brillants à la vue des policiers. Elle fut surprise, mais lorsque Maria s'avança en tenant une vieille photo, la photo de classe de Lucia de cette année-là, elle dit doucement. « Ma fille vivait à l'école où tu travaillais et elle n'est jamais revenue. » Carmen Ruiz resta silencieuse un moment, puis elle hocha légèrement la tête et les invita à entrer. Le feu dans le four en briques brûlait d'un rouge intense, et après de nombreuses années de silence, elle commença à raconter ce qui aurait dû être dit depuis longtemps. Carmen était assise au bord de la chaise en bois, les mains jointes, ses ongles fins et pointus s'enfonçant dans sa peau sèche et craquelée. Même si la cheminée brillait d'un rouge vif, la pièce était froide, comme si la maison elle-même savait ce qui allait se passer. Au début, je pensais n'être qu'une étrangère, dit-elle, la voix rauque à cause des cigarettes et du silence. J'étais la responsable de la résidence, je n'étais pas responsable des cours, je n'étais pas impliqué dans le conseil d'administration, mais je vivais dans les logements du personnel en bas, juste en face de ceux des étudiantes. Il baissa les yeux sur ses paumes comme si elles saignaient encore. Au début, tout était normal, mais j'ai commencé à voir des choses qui n'allaient pas, des réunions inhabituellement tardives, des étudiants appelés à quitter leur chambre sans explication. Certains disparaissaient pendant des semaines, puis revenaient, silencieux et différents. Quand je leur ai posé la question, Mendoza m'a répondu qu'ils étaient allés en camp de réadaptation, mais ils n'ont jamais pu me parler de ces camps. Carmen s'arrêta, versant de l'eau d'un pot en céramique, sa main tremblant légèrement. La veille de la disparition des filles, j'ai vu Béatrice porter une grosse valise du bureau au sous-sol,
derrière la chapelle. Ortega était avec elle, il portait l'habit ecclésiastique et marmonnait des passages bibliques, mais son regard n'était pas celui de quelqu'un qui sert Dieu. Il a avalé. À ce moment-là, j'ai entendu des pleurs, des cris d'enfants. On ne savait pas exactement de qui il s'agissait, mais cela m'a déchiré le cœur, comme le cri d'une fille suppliant qu'on ne l'emmène pas. Carmen regarda Maria, son regard inébranlable. Je n'ai pas eu le courage de sauver Lucia à ce moment-là. J'avais peur, peur d'être emmenée, peur d'être isolée. Herrera n'était pas quelqu'un de mauvais, a-t-elle poursuivi. Je le voyais souvent debout dans les escaliers, tard le soir, le regard fixé sur la cour, comme s'il voulait éviter quelque chose mais n'osait pas. Je pense qu'il le savait, et ça lui faisait mal. Riva resta assis en silence, prenant des notes sur chaque ligne. Quand Carmen s'arrêta, il leva les yeux. Et Ortega? Tu l'as revu après ça? Non, pas pendant longtemps. 2 jours après sa disparition, elle a disparu, mais j'entendais des enfants dans la cuisine chuchoter à propos d'un endroit qu'elle fréquentait, une maison abandonnée au sud de la ville, près de la vieille ferme Sainte-Agnès. Cet endroit était autrefois un centre d'isolement médical, puis plus personne n'y habitait. Je m'en souviens clairement car j'y emmenais une petite fille atteinte de varicelle pour qu'elle dorme à part. Il se tourna vers la cuisine, chercha un moment et sortit une vieille carte, les bords légèrement brûlés. De là, tournez à gauche sur un chemin de terre. Continuez encore 2 kilomètres jusqu'à une bifurcation, la maison est là, sans plaque d'immatriculation, sans électricité. Mais si elle a hébergé des étudiants avant de les emmener, c'est probablement à cet endroit. Riva hocha la tête et la remercia, mais ce fut Maria qui prit la main de Carmen au moment de leur départ. Elle ne lui lança pas un mot de reproche, juste une phrase. Personne n'a sauvé Lucia cette nuit-là, mais aujourd'hui tu aides à la ramener. La maison était nichée au milieu d'un champ sec, en périphérie, à plus de 10 kilomètres de la ville. L'allée était étroite, juste assez large pour laisser passer une vieille camionnette, entourée de buissons épineux et de vignes desséchées. Le toit était en tôle ondulée, dont une partie avait été emportée par le vent. Les fenêtres en bois étaient clouées avec des planches rouillées, et l'odeur du temps emplissait chaque brique cassée sous les pieds. L'enquêteur Julien Riva a arrêté la voiture à quelques centaines de mètres. Derrière lui se trouvaient 4 membres des forces spéciales et Maria, qui a insisté pour venir, malgré les avertissements de Riva. Mais elle s'est contentée de répondre. Je suis arrivé jusqu'ici, je ne reviendrai pas en arrière maintenant. Riva avait vérifié que la maison avait appartenu à un Hondurien, ce qui correspondait aux déclarations d'Ortega à son arrivée au Mexique, mais il n'y avait jamais officiellement vécu. La maison n'avait jamais été inspectée, car elle avait été interdite d'accès à l'enquête 27 ans auparavant, elle constituait désormais la destination finale. Le sifflement du vent à travers les arbres morts créait de légers sifflements, comme un avertissement oublié. Riva fit signe de se séparer, 2 personnes s'approchèrent de la porte d'entrée et 2 autres firent le tour de la porte de derrière. La porte en bois s'ouvrit doucement à l'aide d'un levier, pas de serrure, pas d'alarme. À l'intérieur, il faisait noir comme dans un four, une pièce vide et poussiéreuse, avec quelques matelas pourris et des traces de brûlure noire sur les murs, signe que quelqu'un avait brûlé des documents. Mais en vérifiant derrière la grande armoire en bois, ils découvrirent un petit passage menant à une porte en fer muré, fermée par un grand crochet en acier. La dernière porte, dit doucement Riva. Il a fallu près de 10 minutes pour forcer la serrure. Lorsque la porte s'est ouverte, le groupe est entré dans un sous-sol bas et profond, d'environ 4 mètres de profondeur, éclairé par un plafonnier à fil nu. Lorsqu'on l'a allumé, la lumière a clignoté quelques fois, puis s'est stabilisée, éclairant un espace rempli de vieux dossiers, de cartons et de 2 rangées de classeurs métalliques alignés. Puis ils découvrirent un homme assis dans un coin, maigre, avec une barbe épaisse et une chemise froissée, il ne résista pas du tout, fixant simplement Riva avec des yeux creux. « C'est enfin mon tour, murmura-t-il. Riva a pointé du doigt pour le menotter. « Quel est ton nom ?»« Balthazar, mais avant, on m'appelait, le guide. » Dans la salle d'interrogatoire, sous la lumière froide et crue, Balthazar a avoué comme s'il attendait ce jour depuis longtemps.
J'étais le chauffeur, celui qui transportait les marchandises, celui qui conduisait les gens de l'église jusqu'à la frontière, du Mexique au Guatemala, puis au Honduras, chaque enfant, chaque nom. Le chef était Ortega. Zrenia, demanda Riva. Balthazar se moqua. Ce faux prêtre, oui, c'est lui qui a tout organisé, mais il est mort, assassiné lors d'un accord interne au Honduras il y a 10 ans. Personne n'a récupéré son corps, personne ne l'a enterré. Il est mort comme il a vécu, dans le silence et le sang. Riva s'arrêta un instant. Et les autres? Mendoza? Qui d'autre? Elle gardait l'argent, s'occupait des formalités administratives. Je prenais juste les commandes et je partais. Mais il y avait bien d'autres bailleurs de fonds, des adoptants d'Europe, des États-Unis, un réseau complexe. Vous ne les trouverez pas tous. Et les enfants? Certains sont morts, d'autres ont été vendus, certaines identités ont été recyclées pour aller ailleurs. Seuls quelques-uns ont survécu. Je ne sais pas tout, je ne me souviens que d'une fille, la seule qui a osé gifler Ortega alors qu'on l'emmenait de force. Riva retint son souffle. Comment s'appelait-il? Balthazar le regarda droit dans les yeux, la voix lente. Lucie. En apprenant la nouvelle, Maria ne pleura pas immédiatement, elle resta simplement silencieuse, comme si toutes ses forces avaient été épuisées. Puis, bien plus tard, dans la petite salle d'attente, seule, elle ouvrit son portefeuille et en sortit la photo de Lucia, celle de sa fille, souriante et radieuse dans son uniforme scolaire, tenant un petit gâteau d'anniversaire. Elle posa son doigt sur la photo et murmura. « Tu n'as pas vécu, mais tu as sauvé d'autres personnes? Je sais. J'ai toujours su que tu ne te tairais pas. » La perquisition au sous-sol a permis de découvrir des dizaines de dossiers, de faux certificats de naissance, des passeports portant des noms de différents pays, des photos d'enfants collées sur des documents étrangers, des dossiers de financement de placement en famille d'accueil. Tout cela suffit à exposer un système de traite d'êtres humains transfrontalier qui existait depuis plus de 3 décennies. Le lendemain matin, les informations télévisées nationales ont refait surface sur la disparition de 1996. Pour la première fois depuis 27 ans, les noms des étudiants ont été révélés, ils n'étaient plus considérés comme des personnes disparues, mais comme des victimes du plus grand réseau de traite d'êtres humains du nord du Mexique. Plus tard dans la journée, Maria et Isabella retournèrent au cimetière. Le vent de l'après-midi soufflait dans les eucalyptus. Elles se tenaient toutes deux près de la tombe de Lucia, la tombe que Maria avait qualifiée de « fausse tombe » pendant des années mais qui, aujourd'hui, pour la première fois, avait un sens profond. Isabella s'inclina et déposa une couronne de fleurs blanches au pied de la tombe, ses yeux étaient rouges. Elle m'a poussé alors que je n'osais pas faire un pas en avant. Maria posa sa main sur son épaule, aussi légère que le vent. Elle t'a choisi, pas par hasard. C'est Lucia qui croyait que tu ramènerais ce collier, et tu l'as fait. Le vent soufflait, secouant doucement l'herbe comme un rire revenant faiblement du passé. La dernière porte avait été ouverte ce matin-là. La ville de Santa Maria del Val s'éveilla dans une atmosphère inhabituellement calme. Et ce n'était pas pour rien. Troublant, si ce n'est pour le calme rare, quand une communauté, après près de 3 décennies de vie dans l'oubli, se préparait à faire face à une vérité qui avait été enfouie profondément sous la poussière de la peur, du pouvoir et de la tromperie. Au beau milieu de l'ancienne cour de l'école Santa Clara, là où résonnaient les rires des élèves et les cours des professeurs autrefois de confiance, se trouvait désormais un nouvel espace, le parc commémoratif, Lucia y la Sotra, c'est-à-dire Lucia et ses amis. Une grande plaque de bronze, érigée en plein milieu et entourée de rangées de bancs en bois face à une statue de pierre blanche, représentait la silhouette d'une adolescente, les cheveux tressés des 2 côtés, tenant une lampe à huile allumée, une flamme petite mais persistante, comme l'espoir émergent de l'obscurité. Au pied de la statue, les noms des 23 élèves de la promotion de cette année-là étaient gravés, non plus enregistrés comme disparus, mais clairement sacrifiés en silence, mais appelant à la justice. Les caméras des chaînes de télévision de tout l'État étaient arrivées en avance. La presse s'est alignée pour la première fois, non pas pour chasser l'information, mais pour témoigner, pour immortaliser un moment, non pas pour le sensationnalisme, mais pour la mémoire et la vérité.
Maria se tenait à côté d'Isabla, au premier rang. Elle portait une robe bleu foncé, les cheveux soigneusement attachés en arrière, le regard profond comme la pierre. Mais pour la première fois depuis des années, il y avait un sentiment de soulagement dans ce regard, même si des égratignures persistaient. Les familles des victimes étaient également présentes. Certaines n'avaient jamais quitté la ville, d'autres étaient revenues des États-Unis ou d'Espagne après de nombreuses années d'exil dû aux souffrances. Dans la foule, les visages étaient sévères, mais tous se tenaient fermement par la main, comme si leur douleur personnelle était devenue une douleur partagée à apaiser ensemble. La cérémonie commémorative a débuté par un court documentaire, réalisé à partir de vieilles cassettes, de photos de l'année scolaire 1996 et de témoignages de parents survivants. La voix du présentateur résonnait doucement. Le 14 juin 1996, 23 élèves de 5e du pensionnat de Santa Clara ont disparu après une sortie scolaire et ne sont jamais revenus. Pendant 27 ans, l'incident est resté étouffé, qualifié de « mystère non résolu ». Mais la vérité ne dort jamais, et les mères n'oublient jamais. Tous les regards étaient rivés sur la petite scène où un podium en bois avait été installé. Riva, vêtu d'un costume sombre, s'avança. Il ne dit pas grand-chose, il feuilleta simplement un papier, le communiqué officiel du bureau provincial d'enquête. Après plus de 27 ans, avec la coordination de témoins vivants, de preuves matérielles, de témoignages et de fonds cachés, nous reconnaissons officiellement que la disparition à l'école Santa Clara faisait partie d'une opération transnationale organisée de traite d'êtres humains, dirigée par Ramiro Ortega avec la complicité de certains membres de l'éducation et de la communauté locale. Sa voix ne tremblait pas, mais elle s'éteignit sur la dernière phrase. C'était au tour d'Isabla de monter sur le podium. Ses longs cheveux noirs étaient désormais soigneusement attachés, et le collier en argent, le dernier cadeau d'anniversaire de Lucia, scintillait entre sa poitrine comme un minuscule rayon de lumière. Je ne suis pas une héroïne, je suis juste une fille qui a été sauvée sans comprendre pourquoi, s'étrangla-t-elle, jusqu'au jour où j'ai rencontré sa mère. Isabla sortit un vieux morceau de papier, les bords étaient effilochés. Voici une lettre que Lucia a écrite à sa mère, mais qu'elle n'a jamais envoyée. Elle me l'a donnée hier soir en me disant, si tu es en vie, apporte-la à ma mère. Il commença à lire, sa voix lente, intermittente mais claire dans chaque mot. Chère maman. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus à tes côtés, mais s'il te plaît, ne pleure pas. J'avais peur, mais maintenant je n'ai plus peur. Je sais qu'ils m'emmèneront, mais j'ai choisi de laisser mon ami s'enfuir en premier, car je ne veux pas qu'il disparaisse comme les autres. Maman, je t'aime tellement. Si je ne reviens pas, pardonne-moi et ne cesse pas d'y croire, car un jour tu connaîtras la vérité. Depuis les rangs inférieurs, personne ne pouvait retenir les larmes. La cour entière était plongée dans un silence solennel et déchirant. Maria se couvrit le visage, des larmes coulaient le long de ses doigts, mais elles ne se transformèrent pas en son, ce n'était plus de la douleur, mais une fine pluie qui apaisait un cœur trop longtemps brûlé. Une minute de silence fut déclarée. Tous se levèrent. Des banderoles blanches furent descendues du toit le plus élevé. On y voyait l'image d'un oiseau volant vers le lever du soleil, accompagné de la phrase suivante, « Nous avons vu, nous avons entendu, et nous n'oublierons jamais ». Cet après-midi-là, le soleil n'était pas aussi brillant que d'habitude, mais il était étrangement doux. Le vent soufflait doucement à travers les rangées d'eucalyptus qui formaient autrefois la clôture autour de la chambre. Un nouveau chemin menait maintenant de la statue de pierre à la porte ouverte. Maria l'empruntait lentement, sans un mot. Riva la suivait en silence, mais s'arrêta devant l'ancien chambranle. Elle se retourna, regarda la ville lointaine et dit. Enfin, son nom lui a été rendu, non pas un numéro, non pas une affaire, mais un être humain. Le vent répondit par une douce brise. Isabla s'approcha de lui sans rien dire, se contentant de lui tendre la main et de la prendre. À ce moment-là, Santa Clara, le lieu qui avait englouti l'enfance de tant d'enfants, avait rouvert la porte, mais cette fois-ci, c'était pour entrer dans la lumière. Ce matin-là, les premières lueurs du soleil touchaient le seuil de la maison de Maria Estrella, libérée de son cœur lourd et de ses soucis, comme elle l'avait été depuis 27 ans. Le soleil n'était pas éblouissant,
il brillait doucement sur le fin rideau de soie, reflétant une chaude couleur miel sur le mur de la maison. Dans la petite cuisine, la bouilloire en cuivre mijotait sur la cuisinière à gaz. Le bruit de l'eau bouillante, un bruit quotidien, résonnait aujourd'hui avec une étrange douceur, comme si la vie s'était enfin libérée d'un poids silencieux. Maria versa du thé et posa la tasse sur la table en bois usé. Elle ne portait plus de noir, elle portait un pull léger couleur mousse à col rond simple mais doux. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, ses mains ne tremblaient plus lorsqu'elle touchait la vieille photo qu'elle gardait toujours sur la table, celle de Lucia à 10 ans, coiffée d'un chapeau de paille et riant, soulevée par sa mère au milieu d'un jardin de roses blanches. Cette photo, pendant 27 ans, était restée un découpage. À présent, Maria la regardait et voyait la lumière, non plus le visage d'une enfant perdue, mais les yeux d'une fille qui avait pleinement vécu pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Sur la table, à côté de la tasse de thé, se trouvait une enveloppe beige. Sans même regarder le nom, Maria reconnut l'écriture de l'auteur, délicate, penchée, comme si l'auteur apprenait encore à mettre sa confiance dans ses lettres. Maria ouvrit la lettre. La voix d'Isabella résonna dans sa tête comme une brise printanière. « Maman, Maria, je viens de commencer mon premier emploi dans une association appelée Camino de Luz. Ils aident les victimes de la traite, celles qui, comme moi, ont perdu leur identité. Chaque jour, ici, je me souviens de Lucia. Je ne me souviens pas clairement de son visage, mais je me souviens du regard qu'elle m'a lancé ce soir-là, non pas de la peur, mais une force profonde. Elle ne m'a pas seulement sauvé, elle m'a laissé quelque chose d'inoubliable, la foi en un monde meilleur. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Tu n'es pas seulement la mère de Lucia, tu es la mère de tous les enfants qui n'ont plus personne à appeler famille. » La lettre se terminait par un dessin griffonné, une petite rose blanche dans le coin gauche. Lucia adorait cette fleur. Isabella ne pouvait pas le savoir, mais peut-être, au fond d'elle-même, quelque chose avait conservé cette image d'un lointain souvenir. De l'autre côté de la fenêtre, le petit jardin de Maria était maintenant envahi de verdure. Le bouquet de fleurs blanches s'épanouissait au pied du petit buste en pierre qu'un jeune sculpteur avait sculpté et offert à Maria après la cérémonie commémorative. Le visage de Lucia était reproduit, non pas d'après des photographies, mais d'après les descriptions d'Isabella, de grands yeux, un sourire fermé et un regard à la fois innocent et déterminé. Chaque matin, les fleurs blanches s'épanouissaient un peu plus. Personne ne les avait replantées depuis le printemps dernier, mais elles continuaient de s'épanouir comme promises d'un monde lointain. Maria se leva et ouvrit la fenêtre. Le vent entra, soufflant doucement dans ses cheveux, à travers son revers, apportant le parfum des fleurs et le chant des oiseaux appelant leurs amis sur le toit. Elle ferma les yeux et écouta. Il n'y a plus de bruits étouffés, plus de nuits blanches, mais seulement le souffle d'un nouveau jour, où chaque blessure, aussi profonde soit-elle, a commencé à guérir. Dans l'après-midi, Maria se rendit sur la tombe de Lucia. Non pas pour pleurer, ni pour se tordre de douleur, mais pour s'asseoir à côté, comme si elle rendait visite à une parente fraîchement rentrée dans la ville natale de sa mère. Elle apporta un petit foulard brodé à la main, le cadeau que Lucia avait promis de terminer pour l'anniversaire de sa mère des années auparavant, mais n'avait pas eu le temps de broder le reste. Maria l'avait terminé elle-même, le dernier point était un moineau, symbole de liberté. Elle déposa le foulard sur la pierre tombale sans rien dire, elle sourit simplement. Cette nuit-là, tandis que la ville s'endormait peu à peu, Maria était assise dans le salon à la lumière de la petite lampe. Sur la table se trouvait un carnet neuf, relié en tissu, avec du papier vierge. Elle prit la plume, non pas pour écrire à Lucia, mais pour écrire sur Lucia, sur ce qui s'était passé, sur ce que personne n'osait raconter. Elle voulait raconter cette histoire pour que d'autres enfants, d'autres mères, celles qui n'avaient pas eu la même chance qu'elle, puissent trouver une issue. L'histoire n'était plus une tragédie, mais un voyage de lumière. Et ainsi s'achève, non pas par des coups de feu ni des condamnations, mais par un silence résolu, une confiance retrouvée. Lucia, la fille qui avait quitté son regard, n'est plus parmi nous, mais ce regard celui de sa mère, celui des pas d'Isabella, celui de la flamme qui ne s'est jamais éteinte est toujours là, et restera à jamais. Et puis, un jour, une histoire, fictive ou réelle,
vous tombe dessus, ni bruyante, ni sensationnelle, juste une légère tape sur la partie de votre mémoire que vous croyez endormie. Si vous avez lu jusqu'ici, peut-être y avait-il aussi un vide dans votre cœur, quelque chose d'inexplicable, une douleur inexprimée, ou une vérité qui n'avait jamais été nommée. L'histoire de Maria, Lucia et Isabella n'est pas seulement une tragédie, elle nous rappelle que la vérité ne parle pas d'elle-même. Elle a besoin de quelqu'un qui se lève, qui crie son nom, qui le répète et qui ne l'oublie pas. Sentez-vous votre cœur trembler en la lisant. Ne la gardez pas pour vous, partagez cette histoire sur WhatsApp avec un ami, quelqu'un qui a cru un jour et qui a été blessé, quelqu'un qui a été perdu dans le silence, ou simplement quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que, dans ce monde de mensonges, il existe encore des voix sincères, qui ont juste besoin d'être écoutées. On ne peut pas changer le passé, mais on peut le raconter pour que les bons moments ne soient pas oubliés. Envoyez-le, pas seulement une histoire, mais une bougie allumée au bon moment pour quelqu'un qui souffre en silence, dans l'obscurité. Partagez-la aujourd'hui, car parfois, une histoire d'actualité est le seul parapluie que quelqu'un cache dans son cœur.